Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est tout simplement la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et pour ce faire aujourd'hui, je suis en compagnie d'une invitée très spéciale pour nous, qui est Natacha. Natacha, comment vas-tu ? Ça va très bien. Je suis toujours en compagnie de mes deux fidèles comparses et associés. J'ai nommé Félix. Yes, salut. Et j'ai nommé Serge. Je préfère cette intro. Ça va les gars ? Ça va, impeccable. Ça va bien et toi ? Très bien, très bien. Journée ensoleillée. Natacha, merci de nous recevoir chez toi. Yes, Merci d'être venu à ce micro. Est-ce que tu as écouté un peu les épisodes déjà ou pas encore ? Je suis sûr que non. Si. Ah, c'est vrai ? J'ai écouté celui sur la confiance. Ok, cool. okay. Très bien. On a ce podcast qui est un format de discussion. Ouais. On n'apprend rien à personne si ce n'est sur nous-mêmes. Et l'idée, c'est vraiment qu'on discute librement de parcours, de ce qui a pu te motiver au fur et à mesure et ce qu'est la notion d'entreprendre finalement, plus que d'entrepreneuriat au sens du statut juridique. C'est bon ? Ouais. Ça te va ? Oui. On est en phase. Natacha, on démarre souvent en demandant tout simplement à l'invité de se présenter. Qui es-tu, Natacha ? Ah, ok. Déjà, je vais commencer par dire que je m'appelle Nasha et non pas Natacha. Ok, important. Ça commence fort. Ouais. Mais communément, partout, on t'appelle Natacha. C'est pour ça que je t'appelle Natacha. Voilà. C'est mon nom franchisé. Ok. Donc, ton vrai prénom, c'est Nasha. Ouais. Je m'appelle Nasha. Écoute, j'ai 3 enfants. Ça aide pas mal pour entreprendre. J'ai 3 enfants. J'habite Paname, mais je viens de Kinshasa. Je suis née à Kinshasa. Ok. J'ai vécu en Angola, au Sénégal et au Mali. Ok. Donc, africaine. Africaine dans le sang, africaine dans l'âme. Donc voilà. En 2 phrases, j'apprends 2 nouvelles choses sur Nasha, du coup. Incroyable. Ouais. Ça va vite. À commencer par le prénom. Comment Du coup, qu'est-ce que tu préfères, toi ? Nasha. Bon, on va arrêter de t'appeler Natacha, là. Attends, comment ça se fait qu'il ait fallu d'attendre qu'on mette un micro et qu'on fasse un podcast pour que tu nous le dises ? Ça fait 10 ans qu'on se connaît. C'est un peu le cycle de la vie, tu vois. Tu rencontres des gens, tu donnes pas tout de suite. Mm-hmm. Petit à petit, tu vois, tu saupoudres d'informations. Je capte. Voilà. Alors moi, il y a autre chose par rapport à ton nom et ton identité. Pendant très longtemps, dans mon portable, tu t'es appelé Aïcha. C'est vrai. Voilà. Carrément. Parce que quand ta sœur, que j'ai connue initialement, m'a présenté à toi, elle m'a dit ma grande sœur Aïcha. C'est vrai. Mais je m'appelle aussi Aïcha, en fait, c'est mon 2e prénom. Ok. Mon 3e plutôt. Je m'appelle Nasha. Mon papa m'appelait Nasha. Ma mère m'appelait Sonia. Et ensuite, je m'appelle Aïcha. Donc les 3 fonctionnent. Il y a Sonia aussi. Sonia, parce que ma mère, elle adorait ce prénom. Écoute, elle avait entendu. En fait, c'était à l'époque, à Kinshasa, elle m'a eu très jeune. Donc à Kinshasa, il y avait des élections un peu de la commune. Mm-hmm. Et il y avait une femme politique qui s'appelait Sonia quelque chose. Et elle était enceinte de moi. Elle avait dit « Ah, je suis enceinte d'une fille. Quand je vais la mettre au monde, je vais l'appeler comme vous, Sonia. » D'accord. Voilà. D'accord. Donc, on a un tout petit problème micro qu'on est en train de... Petit souci technique. régler, mais... Il fallait que ça tombe sur moi. Ouais. T'as l'habitude d'avoir des choses comme ça ? Des pépins du direct ou pas ? Ouais, dans le cadre du boulot, que je fais, il faut constamment s'adapter. Et en fait, avant d'être sur la partie un peu développement commercial, j'étais sur la production. Et en production, c'est constamment des petites choses à améliorer, à adapter, des changements, des imprévus. Donc, okay. Voilà. Faut s'adapter. Ok. Voilà. Moi, je suis obligé de revenir sur cette histoire de prénom, parce que ça m'intrigue forcément. Et comment on arrive à se construire avec finalement plusieurs identités comme ça ? Moi, je dirais plutôt que c'est ce qui m'a aidé à me construire, tu vois. Parce que, écoute, c'est un peu comme un caméléon. Tu t'adaptes
en fonction des environnements, en fonction des personnes que tu as en face de toi. La Nacha ou la Natacha que je suis aujourd'hui devant vous, c'est pas la même quand mes enfants vont arriver, c'est pas la même quand je suis au boulot, c'est pas la même si aujourd'hui ma mère elle arrive et que ça... C'est vraiment différentes facettes. Et je crois que c'est plutôt un point fort de ma personnalité. Tu vois. Oui, je l'entendais vraiment pas comme un point faible, hein, mais pour être très transparent, quand on en a discuté, donc les garçons m'ont annoncé que tu venais au micro. Bah, moi, pour le coup, je te connais pas depuis 10 ans et je te connais dans un contexte particulier. Je vois certaines choses, mais je me suis dit, est-ce que justement, elle va arriver à nous livrer une version, je dirais pas authentique, parce que finalement, ce que je comprends, c'est que chaque version de toi est authentique, mais je me demandais quelle version tu allais nous livrer. La version pro, la version perso, la version maman, comme tu dis, femme. Et du coup, bah, c'est un peu pour ça que j'ai été intrigué et que je suis là. Moi, j'ai fait un épisode où on parle de moi, pour le coup. Ah ouais? Ouais, et j'ai le même problème. C'est vrai? ou peut-être la même solution. Mhm. J'ai plein d'identités comme ça, qui sont des... Bah, qui appartiennent à telle ou telle activité ou à tel domaine ou tel groupe, que ce soit familial ou amicaux ou artistique. Enfin bref. Donc je me retrouve là-dedans, je capte aussi. On va faire le switch pour le micro, mais on va pouvoir continuer. Natacha, Nasha, Sonia, Aïcha. On dirait une chanson. Ouais, je te jure. En tout cas, il y a la sonorité A et Cha qui revient régulièrement. Natacha, Nasha, ça va être compliqué aujourd'hui du coup pour t'appeler, mais Choisis-en un et puis... Elle a dit qu'elle préférait Nasha. on va rester Ouais, sur Nasha. Natacha, On va se ça marche. concentrer. Ça marche Ok, aussi. ouais. Nasha, t'as dit que t'es née à Kinshasa. Ouais. Parle-nous de Kinshasa. Ah, en fait, j'ai pas beaucoup de souvenirs de Kinshasa étant petite. J'ai les souvenirs de la maison où je suis née, parce que je suis née pas dans un hôpital, mais à la maison. Ok. Et tu vois, il pleuvait, donc je peux encore entendre les bruits, mais de souvenirs vivants à Kinshasa, j'en ai pas. Parce que petite, j'ai été confiée à ma tante, qui faisait beaucoup de commerce avec, sur l'autre rive, donc en Angola. Et je me suis retrouvée à vivre en Angola, en fait. Donc les souvenirs que j'ai petite, en tout cas dans ma mémoire, là, c'est plus lié à l'Angola. Et pendant longtemps, j'étais un peu fâchée avec Kinshasa, tu vois. Ok. J'étais un peu fâchée avec l'Afrique en général, parce que je l'ai quitté, moi, j'avais connu que la guerre. Ouais. Et j'étais un peu... j'avais beaucoup renié ce côté-là un peu africain. Dans le sens où j'ai tellement voulu m'intégrer. T'es parti à quel âge? Je suis arrivée en France, j'avais 11 ans, presque 11 ans, 10 ans. D'accord. Ok. Et donc t'es parti d'Angola, depuis l'Angola, t'es arrivé en France. Non, je suis née à Kinshasa. Je suis partie en Angola, je suis revenue à Kinshasa. Et mon père, il est revenu me chercher depuis Kinshasa. D'accord. Mais tu vois, la rupture, elle a été très brutale parce que, tu vois, il revient, il vient te chercher. La famille était déjà en France. Moi, j'étais la dernière avec ma grande sœur. D'accord. Donc, j'ai un peu les pièces rapportées quand toute la famille est déjà bien installée en France. Donc eux, ils partent pendant que toi, t'es en Angola, c'est ça? Exactement. Ok. Donc, eux, ils partent. D'abord, non, mon père est arrivé. Il a fait venir ma mère avec les frères. Parce qu'à l'époque, c'était... Toujours maintenant, d'ailleurs, c'est les garçons avant les filles. Et ensuite, il revient nous chercher. Mais là, ça faisait déjà peut-être 5 ans qu'ils étaient ici, les garçons. Ayette, elle est née ici. Ouais. Donc, je ne l'ai pas connue petite. Je l'ai connue, je crois qu'elle avait déjà 4 ans, tu vois. Ok. Voilà, tu vois. Donc toi, t'arrives. Ouais. Les gens, ils sont déjà faits finalement à la France depuis 5 ans. Certains naissent là-bas même. Tu donc découvres une sœur, ouais, finalement. Tu découvres une sœur, tu découvres ta famille finalement. Dans ce nouveau contexte, qu'est-ce que ça fait? Bah, en fait, tu te dis, ok. En fait, tu essayes vraiment de t'adapter au nouvel environnement. Parce que j'arrive, le soleil, la chaleur, j'arrive en hiver, en décembre. Clash total. Ouais. J'avais jamais vu la neige, j'avais jamais vu de blanc, quoi. Donc, t'arrives, ça fait vraiment une rupture assez brutale entre la vie d'avant et la vie de maintenant, en fait. Et on te dit, c'est ta normalité maintenant. Et tu dois devoir faire avec. Donc ça, c'était le premier choc un peu culturel, tout, quoi.
Et puis surtout, j'étais jamais allée à l'école. Et là, on me dit, tu vas aller à l'école. Et ici, il faut rattraper l'école, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait une classe spéciale où tous les enfants étrangers vont ensemble, peu importe ce que tu es, 5 ans, 8 ans, machin. Mais tu as 1 an pour rattraper ton retard et ensuite intégrer la classe que tu dois intégrer au vu de ton âge. Déjà, tu arrives, tu parles quelle langue? Parce que tu pars en Angola, j'imagine que là-bas, tu commences à parler portugais. Ouais. Et du coup, quand tu arrives, tu parles français ou pas du tout? Non, je parle... je parle lingala, ouais. Kikongo un peu, Swahili un petit peu, Mhm. et portugais, en ayant vécu en Angola. Mais le français, je le bidouille, je connais quelques mots. Quelques mots qu'on retrouve dans toutes les langues qui ont été colonisées, on va dire, donc dans le lingala, dans le Maghreb. Il y a toujours des mots sur lesquels on peut s'appuyer, ou même au Mali, des mots en français qui sont parsemés comme ça. Ok. Donc, tu as ces 1 an d'adaptation pour le circuit scolaire. Et au niveau familial, comment c'est de redécouvrir finalement une sœur ou... Oh, j'ai pas trop de souvenirs de l'adaptation, mais je sais que ça c'est au niveau familial, ça s'est bien fait. Au niveau des enfants, tu retrouves une ambiance que tu retrouves en Afrique parce qu'on était une famille nombreuse. Donc voilà, c'est une espèce de petite communauté. Les garçons, les filles, franchement, c'était cool. C'était cool. On a grandi, on n'avait pas grand-chose, mais c'était l'époque où t'as rien, mais tu kiffes, tu vois. Tu kiffes parce que t'as rien, mais du coup, tu restes soudé à au peu que tu as. C'était des soirées à jouer aux cartes, tu vois, à rester tard. Non, c'était vraiment bien. Donc famille directement unie, quoi. Vous êtes, t'arrives à rentrer dans ce contexte-là sans trop de difficultés, quoi. Ah si, c'est chaud. C'est chaud parce que nous, on arrive les 2 dernières. Ma grande sœur, qui était déjà bien grande à l'époque, elle parlait français du coup, mais elle a gardé l'accent. Moi, je me suis dit, justement, cette adaptabilité que j'ai m'a aidée parce que tout de suite, j'ai cerné mon environnement et j'ai essayé d'imiter. C'est pour ça que j'ai perdu mon accent, parce que j'essayais d'imiter les gens. Quand je voyais quelqu'un qui parlait, je répétais les sonorités, etc. Non, j'en garde un très très bon souvenir. Les Belle Époque, Rissorangis, la ferme du Temple, tout ça. Non, et puis même le quartier en général, tu vois. Plusieurs nationalités qui sont là, tu vois. Par exemple, je me souviens, j'avais des voisins, Ramadan, le soir, tu vas manger chez les uns et les autres, tu vois, il te manque du lait, tu descends. Alors que là, ici, non, c'est pas la même. Ici, dans Paris Intramuros, 14e, ouais. Non. Ok. Enfin, c'est plus dans le 14, il y a aussi des quartiers populaires, mais ok. Donc, tu as ce contexte-là et Rissorangis te plaît finalement. Ah, bah, t'as pas le choix. C'est ce que j'entends beaucoup, hein. Je crois que tu as dû dire je m'adapte peut-être 5-6 fois, caméléon. Et 2 choses, nous, on a l'habitude de se raccrocher à un schéma narratif. Et en fait, pour l'instant, tu le suis parfaitement. C'est-à-dire que tu as ton monde ordinaire qui est entre Kinshasa et l'Angola. Tu es arraché à ce truc-là pour arriver finalement dans un monde extraordinaire. Je pense que ce que Vincent essaie de te faire dire là, c'est quels sont tes alliés. Donc il imagine peut-être plus la famille, mais à ce moment-là, avec qui tu commences à marcher, à qui tu te raccroches pour finalement rentrer dans ce truc-là. Tu dis que tu imites certaines personnes, c'est des gens que tu admires, c'est des gens qui t'entourent. Comment tu es entouré à ce moment-là? En fait, j'ai ma grande sœur avec qui on est arrivé, donc on est très soudés. Donc j'ai ma grande sœur avec qui on est très soudés. Et mon père, il avait eu la bonne idée, comme on était venu un peu tard, il avait dit, il était parti au Secours catholique, et il avait dit, j'aimerais bien envoyer mes enfants en famille d'accueil, les vacances scolaires. Franchement, déjà, tu t'arrives, on t'arrache déjà à une première famille. Tu arrives ici, on te dit en plus, là, maintenant, tous les étés, tu pars dans une autre famille. Au début, je me dis, bon, là... Que les 2 nouvelles, hein.
Ou tous les enfants? Il avait essayé avec tous les enfants, mais ça n'avait pas vraiment marché. D'accord. Il y avait que ma sœur et moi, Yabibiche, Ayette, on y est allés. Mais avec Yabibiche et Ayette, ça n'avait pas trop marché. Mais moi, ça avait bien accroché avec ma famille d'accueil. Et pour le coup, ils m'ont énormément appris sur la culture française, sur les basiques, même à faire du vélo, nager, la politesse, tu vois, un peu les codes. Mhm. Et je me suis longtemps accrochée à eux comme un peu genre une boussole, tu vois. Quand t'es un peu... tu t'accroches à eux. Et surtout, en fait, eux, ce sont des catholiques. Donc, ils avaient aussi cette base, la religion, un peu genre... qui les maintenait. Donc, Ouais. je suis arrivée. Et du coup, j'ai appris aussi, voilà, c'est quoi être catholique, machin, nouvelle religion, tu vois. Moi, je suivais un peu le truc, tu vois. Mais ça m'a beaucoup appris. Tu vois, je me suis beaucoup accrochée à eux pour notamment apprendre le français. Parce que je me souviens, tous les étés, il fallait scoltiner Ratus. Tu vois, ils tenaient absolument que j'apprenne à lire. Parce que, enfin, pas que j'apprenne à lire parce que j'avais appris à lire, mais que je me perfectionne. Et donc, tous les étés, il y avait le carnet de vacances, là. Oh, j'en ai mangé. Ouais. Ah ouais. Et donc, maintenant, je me dis que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Parce qu'au final, j'ai même des photos où je boude à la plage. Parce qu'avant d'aller à la plage, il fallait que je passe par Ratus, tu vois, tout mon carnet. Là. Et au final, ça m'a beaucoup aidé parce que je disais que j'aimais pas lire, j'aimais pas la littérature, la culture. Et j'ai fait un master en littérature et civilisation. Ouais, Donc, ouais. tu vois le truc. Quoi. Ça a fini par rentrer. Avec du Voilà. recul, est-ce que tu penses que ces gens-là, ils étaient en mission ou ils le faisaient pour tous leurs enfants, ou je ne sais pas s'ils avaient des enfants d'ailleurs. Oui. Si, ils ont 3 enfants. Et ils n'étaient pas en mission, mais c'est des gens, franchement, c'est des gens bien, pas pour faire bien. C'est des gens profondément Ok, bien, tu voilà, vois. c'était un peu ma question aussi. Ah oui, oui, oui. Et on se voit encore, hein. Tous les étés, Magnifique. du coup, moi, j'y vais avec mes enfants. On passe quelques jours pour voilà, les voir. Et l'idée, c'est aussi de montrer à mes enfants que, voilà, si je suis là maintenant, C'est grâce à... c'est grâce à eux. Ils sont venus à mon mariage. Oui, il y a un vrai lien. Oui, il y a un vrai lien. vrai lien. Ouais, ouais. Il y a un vrai lien. Parce que j'ai en tête, tu sais, tous ces pitchs du cinéma français où il y a... on va caricaturer, mais tu sais, une famille blanche catho, justement, qui va aider à sortir de la misère, le pauvre enfant noir, tu vois, ou Ouais. le pauvre afghan, il va lui Ouais. apprendre à nager pour qu'il traverse, tu vois le délire un peu. Et c'est vrai que dans la vraie vie, moi, j'ai rencontré des gens qui étaient en mission, vraiment. Ouais. Et pour le coup, on est loin de ça, quoi. On est loin du délire un peu, tu sais... Mais il y en a, mais pour le coup, quand je vois un de ces films, je me dis, oh, cliché. Et en fait, je l'ai vécu, mais tu as tendance à mettre de la distance entre ce que tu vis et puis ce que tu vois. Ouais. Mais non, c'était sincère. Je te dis, j'étais comme leur 4e enfant. Et d'ailleurs, parce qu'il y a 2 sœurs, et je suis leur sœur Domino, tu vois. C'est un peu le nom, on a un groupe sœur Domino. Et on est vraiment, on est très, très soudés, tu vois. C'est fort, quoi. C'est plus... à un moment donné, je les considérais même un peu plus que ma propre famille, tu vois. Parce qu'ils m'ont beaucoup donné sans rien me demander. Et ça, je trouve ça super, surtout dans le monde dans lequel on est. Toi, tu donnes. Il y a toujours un moment où tu dis, bon, il va donner un peu, tu vois. Et bien là, ils n'ont jamais rien demandé. Parce que quand ils t'accueillent, tu manges, tu dors, tu fais tout comme leur enfant, tu vois. Ouais. Et ils prennent pas d'argent. Ok. On les salue et on les remercie. Yep. Un grand merci à eux. Ouais. Il en faut. Ouais. Ouais, il faut des missionnaires, des gens en mission. Et je reviens sur cette histoire de prénom. Donc, eux, ils t'appellent comment, Ah, les deux. les deux? Nacha, Natacha, ouais, les deux. Ok. Et Natacha intervient à quel moment? Tu disais, c'est la version francisée, c'est en arrivant ici? Ouais. D'accord. Toute ma famille qui est à Kin, qui est en Afrique, m'appelle Nacha. Mhm. Ma tante, mes cousines, c'est Nacha. Tu vois, si par exemple, aujourd'hui, je t'emmène à Kinshasa, tout le monde va m'appeler Nacha. Personne ne me connaît par le biais de Natacha. C'est quand je suis arrivée ici, et qu'à l'époque, il y avait eu une loi qui te disait que pour les prénoms étrangers, quand tu arrivais, il fallait trouver un prénom qui ressemblait plus ou moins
un prénom français. Par exemple, le témoin de mon mari, il s'appelle Ali. Quand il est arrivé, ça s'est transformé en Alain. C'est créatif. C'est drôle cette histoire. Mais c'est vrai, c'est une loi en fait. Au Togo, c'était l'inverse. C'est-à-dire que je crois que justement, il y avait Adema et Mobutu, c'était les deux qui insistaient pour avoir ce côté un peu panafricain, soi-disant, où c'était interdit de porter un prénom français. Donc par exemple, moi, quand je suis né, Serge, c'est pas inscrit dans mes papiers. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, tu devais trouver des subterfuges, mettre ça sur le carnet de baptême, des choses comme ça. Et donc, à la maison, donc, tout le monde m'appelait Serge, mais dès que je suis dans un contexte administratif, on m'appelle Atta. Tu vois, donc, ceux qui me connaissent de l'école m'appellent Atta. Ah ouais. Et il n'y a que les proches, finalement. Ça, on l'a pas entendu dans ton épisode. On n'est pas allé sur les prénoms avec lui. Voilà. C'est parce que c'était le premier de nous trois. Mais c'est pour ça que je pose toujours la question quand j'entends des gens qui ont dû porter comme ça plusieurs casquettes. Ça m'interroge de me dire, mais comment tu te construis justement avec des gens, finalement, quand t'entends, c'est ce que tu me dis, quand t'entends une des versions, tu sais à peu près dans quel contexte la personne te connaît, finalement. Exactement. Et quelle identité, finalement, tu lui as montré. Toi, le Atta, il te parle, tu le portes ou c'est vraiment un truc administratif qui est loin de toi? Déjà, je le porte parce que je l'ai entendu souvent, mais en fait, il est même pas tout à fait correct. C'est-à-dire que mon vrai prénom, il est constitué de... C'est un prénom composé. C'est Atta Ohini. Ohini, c'est le prénom. Et Atta, en gros, c'est Dieu roi. Tu vois, donc c'est le roi des Ohini. D'accord. Mais comme c'est un prénom composé sans tiret, en fait, il apparaît en deux prénoms sur les papiers. Et donc, les gens se pensent que c'est deux prénoms et donc ils prennent le premier. D'accord. Donc, je ne l'ai jamais vraiment porté parce qu'il n'est pas complet. Ouais. Mais ouais, c'est mon prénom. Ok. Plus tout ce qui est Dieu, roi, tout ça, ça me va bien. Hein. Je prends. On va en apprendre. Bah oui, ça sert à ça aussi, le podcast. Mais... Toi, à ce moment-là, Nacha, tu dis que tu es en rupture avec ton africanité, avec l'Afrique. Comment ça se passe? C'est-à-dire que tu essayes d'enlever justement cet accent. Finalement, on parle d'assimilation plus que d'intégration dans ce genre de situation. Donc, ça passe par quoi? Tu essayes de retirer l'accent, tu essayes de te conforter dans ce moule. Il y a... Ouais, c'est l'idée... Oui, essayer d'être au plus près des gens qui m'entourent, tu vois. Quand tu baignes avec des Français, tu essayes de faire au mieux. Et donc, j'essaie effectivement de retirer l'accent. Et en plus, effectivement, après, je passe de Nacha à Natacha. Et petit à petit, tu dis, c'est ma nouvelle vie. Donc, forcément, En fait, je m'en souviens pas. Je pense que ça s'est fait naturellement. Sans pression, sans quoi, c'est vraiment naturellement, je suis devenue Natacha, genre agent secret, nouvelle identité. Tout à l'heure, tu disais que t'avais, c'est un peu comme si t'étais fâchée avec l'Afrique. Ouais, parce que, en fait, je pense que le changement a été trop brutal. Ouais. Et ça, je l'ai beaucoup reproché à mes parents pendant longtemps, j'étais fâchée, mais vraiment, genre, profondément fâchée. Et si tu regardes les photos ou si tu parles de moi avant, même Ayette, tu vois, elle va te dire, ouais, mais en fait, elle était toujours vénère. Parce que les gens ne se rendent pas compte de la violence que c'est d'avoir... tu vis dans un monde, pour toi, même si, en fait, quand tu vis dans un pays en guerre et que tu es petit, tu ne te rends pas compte de la violence. Toi, tu es un enfant. Les enfants, en Afrique, tu joues dehors, tu as tes copains, tu vois, c'est l'ambiance. Et là, on te dit, sans explication, on te dit, bon, maintenant, tu habites là, tu fais ça. C'est juste des ordres sans... tu vois, c'est pas concerné. Sans pédagogie. Ouais, voilà, quoi. C'est comme si c'était pas concerné. Ouais. Donc, pendant longtemps, j'avais dit, bon, ok, l'Afrique, c'est bon. Maintenant, je mets de côté. En plus, Natacha, c'était cuit. Donc, Natacha, parce que vraiment, c'était une vraie rupture. Et j'étais fâchée. Je voulais même pas en entendre parler. Ouais. J'étais, mais... je voulais même pas entendre parler d'Afrique. Ça me saoulait. Limite, ça me saoulait. Quand tu me... ça me gonflait. Et puis, c'est drôle d'entendre ça parce que... on a la fin du film. Ouais, on a la fin du film. et on va forcément y venir à un moment donné. Mais ça dure combien de temps, cet état de rejet complet, là? Oh, ça dure longtemps, des années. Ça dure peut-être 10, 15 ans. En fait, ça a duré tout le temps jusqu'à ce que j'ai ma première fille. Tu vois, au moment où... un peu avant, je me souviens, c'est arrivé petit à petit, en fait, étape par étape, parce que je me souviens, à un moment donné,
je voulais plus parler d'Afrique. Quand ma mère, elle allait beaucoup, tu vois, elle faisait des business, donc elle voyageait beaucoup en Chine, à Kinshasa, elle faisait des allers-retours. Et quand elle y allait, je voyais même pas l'intérêt. Je dis, oh là là, flemme, tu vois. Ouais. Et à un moment donné, petit à petit, ça commençait à mûrir en moi. Je me dis, peut-être que... franchement, je saurais pas dire comment, mais à un moment donné, on m'a proposé de repartir à Kinshasa. Mhm. C'était à l'époque des 5 chantiers de Kabila, après la guerre civile, tu vois. Il décide de reconstruire le pays. J'ai une opportunité de repartir pour faire une petite mission. Et je me souviens, je travaillais à la mairie de Courcouronnes. Et j'avais un boss, Jean Esson, un Gabonais, il me faisait tellement rire. Attends, il s'appelle Jean Esson. Ouais. Ah ouais, ça s'invente pas pour quelqu'un de Courcouronnes. Ouais. Pas mal. le corporatisme Grave. à fond. Un bon gars, franchement. Ouais. Et lui, il portait l'Afrique, tu vois. Pourtant, lui, il avait grandi ici, mais il portait l'Afrique. Et c'est lui qui m'avait proposé mon premier job après mes études. J'étais à la mairie, je faisais de la coopération décentralisée. Donc, en gros, c'est toutes les relations internationales liées aux communes. Donc, je faisais le lien entre toutes les ethnies représentatives de la commune, donc beaucoup d'Africains, tu vois, et la commune en elle-même. Donc, c'était vraiment valoriser cette richesse. Et petit à petit, il nourrissait un peu ce besoin en moi de repartir sans s'en rendre compte, tu vois. C'est comme s'il faisait appel à un truc en moi. Et petit à petit, j'ai eu l'opportunité de repartir. Et ma tante, elle était avec moi. En fait, je voulais pas partir toute seule. Et ça s'est fait naturellement. Ma tante, elle m'a dit, ouais, moi aussi, je veux repartir. Et je suis repartie. Ta tante d'Angola Ouais, mais en fait, oui, qui est d'Angola. venue aussi en France. D'accord. Ouais, elle m'a proposé de repartir. Et au début, je devais partir pour un petit temps. Et je me suis retrouvée bloquée. Bloquée, signe du destin. Et pourquoi Pour un problème de passeport. D'accord. Donc, pas de passeport, pays en transition. Donc, les ministères ne fonctionnent pas, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, pas de passeport, rien, pas de papier. Je suis sans papier, j'existe plus. Et t'es là-bas. Et je suis là-bas. Donc, je suis bloquée pendant des mois et des mois. Oh, j'étais déprimée. Et là, tout revient. Oh, je savais que je ne devais pas revenir, machin. Bordel. Et en fait, c'était vraiment c'était la période parfaite parce que ça m'a permis de reprendre contact avec l'Afrique, tu vois, de revoir, de refaire la paix, en fait, avec moi-même et avec mon passé et avec ma famille. Je suis revenue, on m'a accueillie comme une reine. J'ai dit, attends, c'est ici que je dois vivre. Là-bas, je suis pas le vilain petit canard, c'est ça? Non, mais c'est ça. Et Ici, je suis personne, là-bas, je suis une reine. Et puis quand tu reviens avec toi, en tant que personne, en tant qu'adulte, avec tes armes, en fait. Et t'es plus l'enfant à qui on va donner des ordres, t'es celle qui revient peut-être par choix, et donc tu vas pouvoir maîtriser ta vision et puis ta vie là-bas, quoi. Tu vas pouvoir être acteur de ce que tu vis, tu le subis plus. Exactement, exactement. Et en fait, j'avais plus aucun souvenir de Kinshasa, donc c'était très bien. C'est comme si je repartais de zéro. Ouais. Je reprends contact avec ma famille, les gens qui m'avaient vu partir petit, là, qui me revoient, et tous les jeunes du quartier, tu connais, tout l'engouement, et tout ça. Tous les soirs, c'est la fête. Les gens, ils viennent, mais je dis, j'aurais dû connaître ça avant. Ouais. Et en fait, c'est là que vraiment tout s'est déclenché, une espèce de renaissance. À partir de là, tu vois, de 2010 à 2012, une vraie renaissance. 2012, j'ai ma fille qui naît. Pareil, je me dis, mais en fait, c'est trop bien. Elle est née de 2 cultures et c'est là que je dois vraiment la nourrir avec mon africanité, en fait. C'est une vraie force. Ouais, j'adore ce récit-là parce que moi, je suis un vrai fan de comics, d'univers de super-héros. Et dans l'univers Marvel, tu as les X-Men. Et dans les X-Men, depuis ce que tu te décris, c'est la description d'un métamorphe. Donc, il y a la possibilité de changer d'apparence comme ça. Et il y en a une qui s'appelle Mystique. Ah ouais. Et Mystique, elle a ce truc-là, donc elle peut prendre toutes les apparences possibles. Et elle a un petit souci par rapport à son apparence première, où elle n'est pas forcément à l'aise parce que justement, elle a cette image de mutante qui est mal vue dans la société. Et il y a un moment comme ça où elle donc retourne au château des mutants et elle se retrouve avec des gens qui ont des pouvoirs aussi comme ça. Et c'est le moment où elle se dit, finalement, c'est pas si mal. J'ai ça en moi. Et en fait, ce pouvoir, je vais pouvoir l'embrasser
accepter qui je suis, je vais pouvoir l'utiliser à bon escient, quoi. Et j'ai l'impression que ce retour en Afrique, finalement, c'est de dire, j'ai un semblant d'identité, j'arrête de changer forcément de forme comme ça. Finalement, c'est une force, et tu l'as dit au début, mais la base, c'est que je sais qui je suis. Ouais. Et comment tu décrirais cette personne-là, finalement, que tu découvres ou que tu redécouvres quand tu vas en Afrique? Déjà, elle n'est pas fâchée. C'est déjà une bonne chose. En fait, c'est vraiment être ancré. Être ancré dans le moment. Être, tu vois, comme un totem, quoi. T'es posé. C'est-à-dire que tu as tes bases. Et d'un coup, tout est plus simple. Je dirais que c'est passé d'un monde complexe à un monde simple. Et tu te dis... c'est pour ça que je suis aussi... Peu importe, moi, tu me mets dans n'importe quel environnement, j'ai ma base. Je peux voir les gens s'agiter, tranquille. Tu vois, et ça change tout. Je trouve que quand tu sais d'où tu viens, tu connais ta capacité, ta force, peu importe ce qui va t'arriver, tu vas un peu chavirer au début parce que c'est normal. compliqué. Mais tu as ta base et ça va t'aider à continuer. Donc je pense que ça m'a enlevé vraiment toute cette... j'étais fâchée, hein, je me battais, je me souviens que je me battais à l'école. Je me battais avec les garçons, non mais j'étais... Bon, fallait pas me chercher, vraiment je me battais. Et même, je me souviens, je m'étais battue à l'école primaire avec, je crois qu'il s'appelait Jimmy, genre un mec costaud. Et moi j'étais petite, en plus on m'avait rasé la tête parce que j'avais des poux. Et j'avais pas peur, quoi. J'y allais, je savais que j'allais me faire défoncer, mais j'étais tellement fâchée que je ne réfléchissais même pas, tu vois, j'y allais. Et puis surtout, je faisais la manie parce que j'avais des grands frères, j'avais des grandes sœurs, donc tout le monde nous connaissait, donc j'y allais. Mais tu vois, j'étais fâchée à ce point-là, que vraiment, peu importe la dangerosité, j'y allais quand même. Et à partir de ce moment-là, c'était beaucoup plus simple. Ok. Tu fais cette année, donc, du coup, d'adaptation à l'école. Et puis ensuite, là, tu parles justement de collège. Donc, quel a été ton parcours, en fait, après ça? Quel a été ton parcours un peu dans les études? Tu nous as parlé justement d'études littéraires. À l'école, c'était dur. Ouais. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Quand je vois tous les migrants, là, on parle beaucoup de migrants, de machin, mais tu vois la capacité mentale qu'il te faut pour changer d'environnement. Quand je les vois, les mecs, ça fait 1 an qu'ils sont là, ils parlent français, ils se débrouillent. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et l'école, le français, c'est dur. C'est beaucoup plus dur que l'anglais, par exemple. Le français, c'est très, très dur. Et l'écrire, la maîtriser, parce que ce qu'on te demande, c'est surtout de la maîtriser. On ne te donne pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que quand tu échoues, je trouve que quand tu échoues en tout cas, moi, je le vois comme ça, c'est dommage. Ils te disent pas, bon, allez, essaye encore. Moi, je le voyais vraiment comme ça. Et donc, l'école, j'ai trouvé ça très, très dur. En primaire, au début, c'était dur. Et bizarrement, je me souviens, j'étais à l'école garçon. Là, à la fin de mon année primaire, parce que j'ai fait la CM2, j'ai fait que 2 classes. Et la CM2, j'étais dans les 10 premières. Miracle. Mais c'était parce que j'étais fâchée, c'est parce que je voulais tellement leur prouver que non les gars, en fait, on est là, on va faire le taf, on va y aller. Et j'étais dans les 10 premières, dans les 5 premières, je lâchais pas. Mais pourtant, quand je rentrais, il y avait des soirées où tu pleures, hein, parce qu'en fait, t'as rien compris. Donc la primaire, c'était une belle étape, je dirais. Le collège, le début, c'était bien, et la fin, c'était la catastrophe. Parce que j'avais plus de repères. Et puis, c'est la puberté, tu vois, l'adolescence. Donc, il y a tout ce changement qui rentre en jeu. Mes parents sont séparés. En fait, je suis arrivée et 2 ans après, ils se sont séparés. Et donc, c'était le bazar. Et mes parents sont séparés, la famille s'est séparée. Les garçons sont partis avec le papa, les filles sont restées avec la maman. Ok. Donc, gros bordel, quoi. Et tu te dis, ok, donc va falloir y aller toute seule. Donc, j'y vais toute seule. Collège, c'est le bordel. Je redouble. Pas parce que j'étais mauvaise, mais parce que je savais pas quoi faire. Et qu'à l'époque, comme c'était déjà le bazar, c'était compliqué pour ma mère, elle regardait pas les cahiers, tu vois, elle suivait pas. Donc, on m'avait dit, fais un BEP secrétariat. Et moi, j'avais dit, c'est quoi le secrétariat? Je sais pas ce que c'est. T'as senti la voix de garage?
Au-delà de la garage, je savais vraiment pas ce que c'était. Ok. Et du coup, j'ai dit, non, je vais redoubler, tranquille, on va y aller Après. doucement. Ouais. T'as été lucide à ce moment-là. C'est un délire. Hein. Ouais, surtout, en fait, c'est que malgré tout, tu sais d'où tu viens, tu sais ce que tu as traversé et tu sais que tu es capable. Et même si les gens veulent te faire douter, tu sais au fond de toi que non, je vais y aller. Même si pour le moment, c'est compliqué, mais je vais redoubler, je vais y aller. Donc, je redouble. Et en fait, je suis prise dans l'école qui n'est même pas dans mon secteur, un des meilleurs lycées à l'époque, c'était à Corbeil-Essonnes. Donc, je devais aller, tu vois, genre Brassens, à Évry, tout ça. Et je suis prise à Corbeil-Essonnes dans un parcours littéraire un peu d'excellence où tu fais du théâtre. Donc, tu as ta majeure qui est le théâtre. Tu as genre 6-8 heures de théâtre par semaine. Et tu fais le reste du temps, tu fais tes cours. Donc, je rentre dans ce parcours avec que des gens qui viennent des belles villes, communes du coin, des noms que j'avais jamais entendus. Et toi, t'es là, t'es la seule noire, tu vois, et tu te dis, ok, j'ai fait le job. Et pareil, c'était dur. Franchement, le bac, j'ai dit, je l'aurais pas, ce bac-là. En fait, je l'ai eu. Je l'ai eu de peu, hein. J'ai failli rater le bac. Mais je savais que si je le ratais, déjà, j'étais vilain petit canard, j'étais arrivée à la dernière, déjà, j'étais toujours la blédarde, en fait. Et pour moi, c'était ma voie de sortie. Donc, je dirais que le parcours scolaire, c'était mitigé, mais quand on regarde dans la globalité, ça s'est plutôt bien passé. Ok. Ouais. Au vu des circonstances. Ouais. Et du coup, ce bac-là, tu parles de théâtre, c'est quelque chose qui te parle? C'est quand tu dis c'était dur, c'est ça qui était dur? C'est les autres matières? Non, ce qui était dur, c'était l'environnement, parce que là, c'est pareil, en fait, le Corbeil-Essonnes, c'est très mixte, en fait. Il y a les Tarterets, il y a... Serge Dassault. Ouais, c'est ça. Et non, mais c'est surtout que c'est exactement ça. Il y a à la fois beaucoup de pauvreté et beaucoup de richesse. Ouais. Et tout ça cohabite. Dans la cour de récré, tu vois tout le monde, mais dans ma classe, il y avait que... on nous appelait on était un peu genre les privilégiés, parce qu'on faisait un parcours un peu atypique. Et la chance que j'avais, c'est que je faisais du théâtre à la MJC. Et donc ça m'avait permis d'en faire déjà un peu avant. Et donc quand je suis arrivée, j'avais un peu les bases. Et surtout le théâtre, on s'en rend pas compte, mais c'est ce qui te permet vraiment d'appréhender la culture un peu dans sa globalité. Tu vois, ça te crée une bonne base. Toi, tu connais un peu les grands textes. Les auteurs, les œuvres. Les œuvres. Et au bac, j'avais joué Hernani de Victor Hugo. Ok. Ouais. Et j'étais Hernani. Et là, je dis, bon, les gars... je suis là, quoi. Je représente... Et j'étais fière, quoi, En fait, c'est comme si j'avais une mission, je représentais tous les Africains du coin. Là. Tu incarnes. Ouais. Et j'avais pas droit à l'échec, quoi. Et j'avais trouvé ça dur parce que ça te fait un... Tu portes un poids, quand même. Ouais. C'est une mission. C'est une mission, donc... Top. Après le bac, du coup, qu'est-ce que tu choisis comme... Après le bac, ça se complique parce que je sais pas quoi faire. Et je fais genre... oui, j'ai envie de partir à l'étranger, parce que j'avais entendu une copine dire ça. J'ai envie de partir apprendre l'anglais. Et là, en fait, je me rends compte que j'ai pas de papier. Mes parents, ils m'avaient pas déclaré. Ok. À part le passeport congolais, je n'avais pas de papier français. Pas de carte de séjour, rien. Donc, en fait, je pouvais pas partir en Angleterre. Je fais tout à l'arrache. On fait tout à l'arrache. Et comment ça se fait, le lycée, tout ça? Ils t'ont jamais embêté non. par rapport à ça? Non, parce qu'en fait, à l'époque, on te demande juste tes livrets scolaires. Tu travailles bien, tu ramènes ton certificat de scolarité, tu ramènes pas ton passeport, on ne te demande pas ta carte d'identité. On te demande une pièce d'identité, mais c'est pas forcément lié à ta présence en France. Tu peux avoir un passeport étranger, peu importe, à partir du moment où c'est basé vraiment sur le cursus scolaire. Ouais. Et donc, quand je passe le bac, je le passe avec mon passeport. C'est ma carte d'identité. Et en fait, j'étais sans papier. Mais j'étais pas au courant que j'étais sans papier. Pour moi, c'était... C'est un truc de dingue. Là, c'est un délire. Ouais, c'est un délire. Et du coup, je dis à ma mère... T'abuses. Là, Là, t'as le droit de le dire. Ouais. j'ai laissé passer beaucoup de choses, mais là, Bah oui. ça commence à faire... Et en fait, on le fait assez rapidement. J'arrive à avoir une carte de séjour de 1 an. Et je pars en Angleterre. Je rentre dans une école qui te fait pareil. En quelques mois, tu dois apprendre l'anglais en intensif. Et à côté de ça, tu fais des cours. Et moi, j'avais choisi de faire des cours de littérature parce que j'avais fait un bac littéraire. Donc, par facilité, je fais de la littérature. Je reste là, 18 mois, génial.
Ouais. Génial. Il y a des étudiants du monde entier, génial. En vrai, c'est même pas des études, c'est la vie que tu apprends. Parce qu'on est tous là pour apprendre une langue, mais le soir, tu sors, tu rencontres des gens, tu rencontres une culture différente. Et à l'époque, l'Angleterre, c'était... la communauté était valorisée. Il y avait des Indiens, je me souviens, il y avait des Indiens qui étaient fiers d'être Indiens, qui avaient leur communauté, qui la valorisaient. Il y avait des Sikhs avec leurs turbans, il y avait des gens, il y avait des personnes voilées. C'était tranquille tout ça. Et tout ça, c'était OK avec la société. Donc là, je rentre dans un autre pays où en fait, c'est OK d'être toi-même. Et donc là, je me dis, ah, mais super, top. Et en plus, tu apprends une nouvelle langue. Donc là, j'y vais à fond. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai rencontré des personnes géniales, dont un de mes profs, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs. Pareil, génial. Et en fait, il faut rentrer. Parce que j'ai un visa étudiant, donc à la fin, il faut quand même rentrer. Parce qu'avec un visa étudiant, tu n'as pas le droit de travailler. Ouais. Tu n'as pas le droit de demander d'aide. Donc même si tu n'as pas à manger, bah, tu te démerdes. Donc en gros, mes parents, quand ils n'avaient plus envie de m'aider, et quand j'avais plus la bourse, bah, fallait rentrer. Ok. Donc tu rentres. Donc je rentre, pas déçue, mais un peu. Ouais. Et là, il faut trouver ce que je vais étudier. Et encore par facilité, je fais des études de civilisation anglaise, littérature et civilisation américaine et anglaise. Et je suis prise à la Sorbonne par les quotas. Je fais partie des 4% de quotas étrangers, ou je sais plus, 5%. Donc génial, en plus, voilà. Parcours à la Sorbonne hyper compliqué parce que la littérature, c'est leur levier, quoi. C'est vraiment leur credo. C'est là où c'est la Sorbonne, tu vois. L'élite. L'élite est passée par là. Et donc, il faut vraiment... Ils n'acceptent pas l'erreur, en fait. Donc, il faut que... Donc, moi, hyper dur. J'ai redoublé, je refais. Mais je n'ai pas lâché parce que je me suis dit, je suis là, je ne peux pas abandonner. Tu vois, je peux pas dire ok, c'est trop dur, j'arrête. Il y a plein de fois, je me suis encore à Saint-Michel où je regardais les rames, où je me disais putain, je vais me jeter, c'est chaud là. Parce que les mecs, tu révises, ils te mettent des 0,75 sur 20. La violence. Ouais, c'est dur. Tu vois la violence du truc que tu c'est te dur. prends. Et en plus, sur cette filière-là qui est très prestigieuse, il y a pas beaucoup d'étrangers. Ou si quand il y a des étrangers, c'est des fils de mini, des choses comme ça. Donc toi, tu es un peu... Ou quand il y en a, en tout cas des gens de banlieue, un peu comme nous, ils ont lâché en première année. Donc à la fin, Ouais, ça fait le tri, quoi. ça se rétrécit un peu. Donc c'est un peu compliqué. Depuis tout à l'heure, j'attends le moment où tu vas me dire ça devient simple. Parce que j'entends que c'est compliqué. Je te jure, j'ai les mêmes moites là, tellement j'attends que tu me dises ça va bien. En fait, ce qui est compliqué, ce qui est simple dans ma vie, c'est le sport. Parce que tout long, et ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai été une grande sportive. Je faisais de l'athlétisme. Et ça, c'était facile. Ça commence quand ça? Déjà toute petite, quand mon père vient me chercher à l'aéroport, je cours sur le tarmac parce que je veux pas prendre l'avion. Et j'ai encore les images où je regarde derrière moi, où je vois tous les soldats qui me coursent après parce que je suis sur le tarmac, tu vois, pour pas prendre le... Et là, je suis déjà en train de courir pour éviter de monter dans l'avion. Et c'est vrai que je veux dire, je suis née, je courais. Hein. Ouais. Donc, ça a été facile. Tu vois, de courir. Je me suis inscrite à RIS, à l'US RO. Là, je courais, je faisais mes cours, je gagnais. Donc, c'est facile, tu cours. Quel type de course? Sprint. 50 en salle, 100, 200. Mais j'étais efficace sur la vitesse. Et ça, c'est facile. Et ça ne m'étonne pas. Quand on te voit dans ton contexte professionnel, Grave. Ça va toujours très, 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 très vite. Et puis après, tu nous parleras d'une journée type avec Nacha et on comprendra que il faut suivre. Donc la coureuse. Donc ouais, ça c'est la partie confort et tout le reste en fait de ce que j'entends. C'est compliqué, mais à chaque fois tu t'adaptes quoi. À chaque fois tu fais avec ton environnement et tu capitules pas. Ça, non, jamais. Jamais. Ma mère, elle aime bien dire, la vie, elle est simple et c'est nous qui la rendons compliquée. Et dans la vie, t'es comme dans un ring de boxe. Dans un ring de boxe, c'est pas forcément le plus fort qui gagne. Hein. C'est le mec qui va tenir le round après round après round. Donc c'est vraiment ta capacité à tenir, malgré l'échec du premier round, à te relever, à continuer la course. Et ça, typiquement...
C'est vrai dans la vie, parce que même mentalement, à partir du moment où tu dis c'est mort, même si tu fais l'effort, c'est mort. Ouais. Et je pense que moi, j'y vais. La vie, c'est comme on boxe, quoi. Il faut y aller. Tu lâches rien, parce que le jour où tu lâches, tu te prends un bon coup. Ouais. Et ça fait mal. Donc on encaisse, on esquive, et puis quand on voit une ouverture, on envoie. Exactement. Ok. Et donc quand tu te décides à envoyer, toi, qu'est-ce qui se passe au niveau des études ou bien au niveau du taf? Qu'est-ce que tu as envie de faire en fait? À quel moment, parce que là il y a la Sorbonne, à quel moment tu te dis, bon bah là, la Sorbonne tu subis, à quel moment tu te dis, bah maintenant c'est moi qui donne un coup et ça va être lequel? La Sorbonne, j'ai subi jusqu'au bout, hein, jusqu'au diplôme. Mais c'est vrai que même là, quand je suis pas loin, j'habite pas loin, quand j'y vais, quelle fierté. Tu vois, je passe avec mes enfants, je dis, bah j'étais là. Ouais. Tu nargues un peu, tu dis, j'étais là. Mais en fait, j'en garde pas un mauvais souvenir parce que ça m'a forgé. Ça m'a donné une fierté. Et même aujourd'hui, quand je parle aux étudiants étrangers, t'as pas besoin de t'exprimer beaucoup. Tu dis que t'as fait la Sorbonne. Ouais. T'as un petit, tu vois dans leurs yeux, ça brille un peu quand même. Ouais. Mais après, je sais, en fait, j'ai un diplôme, je sais toujours pas ce que je veux faire. Mais on me dit que je m'adapte et que j'ai dans ma palette de contacts, d'amis, des amis de tout horizon, de toute nationalité, et ça c'est une force. Et les gens me disent mais en fait c'est ça ta force. Donc je me dis je vais faire les relations internationales. Donc je fais une école en sciences politiques, en fait je continue à Sorbonne en lien. Je fais une spécialisation en relations internationales. Je trouve mon fameux stage à la mairie de Courcouronnes avec Jean, et lui, il me motive à fond, quoi. Lui, il me donne mon premier contrat. Et je me rends compte que tout au long de ma carrière, il y a toujours eu quelqu'un qui m'a vu différemment des autres. Tu vois, il y a des gens qui vont te voir comme quelqu'un de quelconque, mais il y a toujours eu quelqu'un qui a vu ma capacité, qui a misé, tu vois. Sur ton potentiel. Ouais. Ça m'a aidé, et Jean, il m'a vraiment propulsé. Il m'a proposé mon premier contrat, donc là je me dis les relations internationales c'est pas mal, etc. Ensuite je reste un peu à la mairie, je pars à l'étranger, je fais quelques missions à l'étranger, je fais beaucoup d'ONG, et là ça devient facile parce que petit à petit je prends... J'attendais ce moment depuis l'heure. Ça devient facile parce que j'ai eu en 2012, donc quand je suis à la mairie, j'accouche de Zoé. Et alors c'est un peu cliché, mais je te promets, à partir du moment où je deviens... ça s'est pas fait instantanément, mais avec le recul, tu te dis, à partir du moment où je suis devenue mère, t'avais une vraie responsabilité. Tu pouvais pas faire genre, je suis fatiguée. Tu peux plus te dire, parce que le bébé, il pleure, tu te lèves, en fait. T'as pas de choix. J'ai pas eu d'autre choix que de me dire... maintenant, il va falloir que je fasse des choses et qu'il faut que je les fasse bien. Parce qu'au-delà de moi, il y a quelqu'un d'autre qui dépend de moi. Et je pense qu'à partir de Zoé, c'est bête, c'est simple, mais tout a été facile. De toute façon, tu as commencé ton récit par « je suis mère ». Donc forcément, je m'attendais qu'à un moment donné, tu nous racontes effectivement en quoi ça t'a transformé. J'ai l'impression que ça vient concrétiser un peu ce que te dit ta mère. C'est-à-dire que finalement, la vie, c'est pas compliqué. En fait, c'est pas compliqué, c'est que t'as pas le choix. Ouais. Il faut avancer, quoi. Ouais. Et en plus, j'ai jamais voulu être mère. Enfin, je ne supporte pas les enfants. Elle est extraordinaire. Le pire, toi, tu peux demander à Yette, je n'aime pas, j'ai toujours dit, étant petite, ceux qui me connaissent, limite, si je crachais pas sur les enfants, je les détestais, je voulais pas d'enfants, je trouvais ça dégueulasse, je trouvais ça chiant. J'ai jamais voulu d'enfants. Mais la vie a fait que t'en veux pas? Bah, attends. C'est cadeau. Vous n'êtes pas content? Triplé. Voilà. Et en fait, depuis que j'ai des enfants, franchement, c'est simple. Il y a des complications, il y a des moments où c'est difficile, mais la vie, elle est simple. C'est magnifique, hein, parce que la plupart des gens, ils te disent moi, ma vie, c'est compliqué à partir du moment où je suis devenu parent, la naissance des peurs. Non, mais c'est ce qu'on entend beaucoup, tu sais, que vraiment, il y a tu prends la mesure de la complication, mais c'est parce que peut-être tu as commencé par le vinaigre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est et qu'en fait, c'est passé comme du miel, toi. L'épreuve commune pour beaucoup, tu avais déjà pris... carrément. Ta dose d'amertume, entre guillemets.
Non, mais c'est dur, on va pas se mentir. C'est dur. Les enfants, c'est dur. De les élever, c'est dur. T'as une responsabilité, c'est dur. Mais pour moi, vraiment, d'être devenue mère, de me dire, je vais devoir transmettre ce que je suis, laisser quelque chose, c'était une vraie responsabilité, au-delà d'avoir fait des études, au-delà d'avoir fait tout ce que tu veux, mais à la fin, ce que tu laisses, c'est la transmission que tu... Et puis c'est une fierté de te dire que derrière toi, tu pars, tu laisses quelque chose qui va survivre. Et en fait, c'est un exemple un peu de ton passage. Donc ça, je trouvais ça beau. Et depuis, je trouve que c'est simple. Et d'ailleurs, Zoé, elle reflète cette simplicité-là. Elle aime tout. Elle est excellente en tout. Elle fait des trucs que même moi, j'imaginais pas. Elle fait du violon. Elle est dans un parcours d'excellence au conservatoire. Elle fait des trucs. Et en plus, pour elle, c'est simple. Quand je lui dis, tu fais trop de trucs, elle adore. Elle fait tout. Et je trouve qu'elle incarne vraiment un peu cette magie, tu vois, cette transformation. Mais c'est bien. C'est marrant parce que nous, on s'est connus dans un contexte qui était plutôt amical puisqu'on connaissait, nous, ta petite sœur. Et puis, voilà, par extension, on finit par se connaître. Et puis, ensuite, on a appris à travailler ensemble puisqu'on a travaillé sur quelques projets en commun. Et on travaille sur quelques projets en commun. Et d'ailleurs, je t'interromps rapidement. On a teasé pendant près de, je sais pas combien de temps, là. Peut-être qu'à un moment donné, on peut dire ce qu'elle fait maintenant. Oui, c'est vrai. Nacha, tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui ? Aujourd'hui, je travaille dans une grande école de commerce. On peut la nommer ou pas ? Ah, je sais pas. Ok. On va mettre un peu de suspense. On la laisse en suspens. Ok. Non, en fait, je travaille dans une grande école de commerce et ce dont je me suis rendu compte récemment, c'est que le fil conducteur en fait, de mon parcours, c'est l'éducation. Moi qui avais été très peu éduquée, ma mère, elle a pas fait l'école. Hein. Ma mère, elle a pas fait l'école. Ses parents sont décédés très jeunes. C'était la dernière de la famille. Il n'y avait pas d'argent. Elle n'a pas fait l'école. Elle s'est mariée à 14 ans. Et puis pour les filles, l'école, non. On se marie, quoi. Moi, j'ai grandi dans ce discours-là où l'école, c'est pas important. Tu vas te trouver un mari, voilà, tu fais ta vie. Et j'avais jamais misé vraiment sur l'éducation. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment le fil conducteur de ma carrière, enfin, je suis pas vieille, mais de ce que j'ai toujours fait, ça a été l'éducation. Et plus largement, la transmission. Comment tu transmets, peu importe que ce soit tes aînés ou, tu vois, ceux qui sont plus petits, mais vraiment, c'est comment tu fais un peu le lien entre toi et les autres. Et donc là, depuis 5 ans, je travaille dans cette école. J'ai beaucoup appris. Pareil, là, j'ai rencontré, quand je suis arrivée, je me souviens, je me prenais pour une mannequin, j'arrive, je postule, je ramène mon petit CV, etc. Et j'ai même pas eu besoin de raconter mon CV, que la personne que j'avais en face de moi, elle regardait même pas mon CV, elle me regardait et elle m'a prise, en fait. Et cette personne, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais elle m'a beaucoup apporté. Tu vois, à HEC, elle m'a beaucoup... Et voilà. Non, mais elle m'a vraiment beaucoup apporté, tu vois. Elle m'a fait grandir. Même quand il n'y avait pas d'opportunité, elle faisait tout quand même que je grandisse. Et moi, pour la remercier, je taffais, quoi. Je voulais pas la décevoir parce que vraiment, elle m'a donné ma chance. Et pareil, une autre personne qui m'a vraiment marquée, je me souviens, j'ai accouché de mon deuxième, j'ai démissionné brutalement de mon ancien taf parce que j'avais plus envie. Et j'avais plus de boulot. Je me retrouve avec 2 enfants, j'ai plus de boulot. Et je décide de repartir à l'école. Je fais une formation dans une grande école. Et je rencontre le directeur d'une grosse fondation. Et on doit se présenter. Et moi, je dis, vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est genre. En fait, l'égalité homme-femme, surtout en Afrique, l'accès à l'éducation pour les jeunes filles. Je fais mon petit speech et tout. Et il me voit à la fin, il me dit, il me donne sa carte, il me dit, envoyez-moi un mail. Vraiment, envoyez-moi un mail. Et là, je me dis, bon, il veut que j'envoie un mail, mais il me dit pas... Kikou. Voilà. Et en fait, je lui envoie un mail pour le remercier, etc. Et... le gars, il me met en contact avec une des plus grosses maisons de luxe françaises. Tu veux pas dire les noms aujourd'hui, hein. Non, on va rester
humble. Et, Ça va sortir dans 3 minutes. Voilà. Ça s'inquiète même pas. Et il se trouve que je vais à l'entretien, mais je flippe parce que je dis, attends, j'ai pas ma place, moi, dans ce truc-là. Et en plus, t'as un super poste, tu vois. Je fais mon CV, j'y vais. L'entretien, franchement, il était nul. J'étais mauvaise. Mais voilà, j'ai été authentique, tu vois. Mais j'étais plein de trac, etc. Et puis, je repars. Je sais profondément que j'ai pas le poste. Mais j'aime bien remercier les gens quand même. Et donc, je mets du temps à remercier parce que j'ai la flemme. Je suis dégoûtée, je suis un peu démoralisée. Mais j'envoie quand même le mail en disant merci beaucoup de m'avoir reçu. Nanana. Et figure-toi qu'on me recontacte. On me dit, t'auras pas le poste pour lequel tu as postulé, mais quand on t'a vu, on a pensé à un poste vraiment qui dirait beaucoup mieux. Et là, je dis, oh. Et là, je suis prise dans cette belle entreprise. Pas pour, je suis pas salariée, je suis plutôt consultante et je fais des missions, mais encore mieux que. Pour moi, ça a été au-delà de ce que j'espérais, parce que moi, je pensais rentrer dans une entreprise et en fait, j'y étais pas. J'avais un pied dedans, un pied dehors, mais ça a été tellement formateur. La rigueur, l'excellence que tu dois envers toi-même et envers les autres. Ça m'a beaucoup appris et c'était une vraie fierté. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai été prise pour cette mission-là, mais aussi pour l'école, tu vois. Ouais. Et quand je suis à l'école, je dis, je fais déjà quelques missions. Et elle me dit, pas de problème. Donc à ce moment-là, j'ai 2 boulots. Pendant 2 ans, 3 ans. Non, pas du tout. Pour le prix de 4. Ouais, plutôt. Mais tu vois, j'ai 2 enfants, 2 boulots et des voyages entre l'Europe et l'Afrique. Mais vraiment une des meilleures périodes parce que, en plus d'avoir renoué quelques années auparavant avec l'Afrique, là, j'ai l'opportunité, non pas de découvrir les pays que je connaissais, mais d'autres pays. De me forger une vraie légitimité, tu vois, sur le continent. Moi qui avais rejeté l'Afrique, là, c'est mon terrain de jeu, en fait. Et puis là, tu vas pour le business, en plus. Ouais. On va peut-être revenir en détail sur le programme sur lequel tu travailles, mais Vincent, désolé, je t'ai interrompu, mais c'est parce que, en fait, je pense que tu allais arriver sur cette partie-là, et on n'avait pas encore parlé de ce qu'elle faisait. Mais j'ai toujours la question en tête. Oui, donc... pas de souci. Désolé pour ça. Non, tu parlais justement de cette simplicité qui est devenue tienne au moment où il y a ta fille. Et en fait, donc je te disais que moi, je te rencontrais dans ce contexte-là du travail. Et en fait, pour moi, tu incarnes ça, cette simplicité. C'est-à-dire que si je devais résumer un profil, enfin le tien en l'occurrence, tu donnes vraiment la sensation dans un monde qui est celui-ci, c'est-à-dire de l'excellence, tu donnes ce reflet de simplicité. Et je l'ai vu quand il y a un problème qui se dresse à nous, et même si on est à 4000 km d'ici, le problème, il est là pour être résolu. Et je vois vraiment ça en toi quand tu bosses. Et c'est marrant de voir chacun sa personnalité et comment d'autres personnes autres que toi ont différents types d'approches. Mais pour résumer vraiment ton truc, je me dis, avec Nat, il y a quand même ce truc-là de ça va être simple. Ouais, mais je t'ai dit, la vie, elle est simple. Et c'est nous, en tant qu'individus, qu'on va aller chercher des petits trucs pour la rendre compliquée. Et en plus, moi, ce que j'aime, que ce soit dans mon boulot ou dans la vie, c'est se faire rencontrer les gens. Tu vois, je vais avoir une idée en tête et je vais dire, même si tu fais pas partie de mon environnement, je vais te faire rencontrer dans l'écosystème, tu vois. Il faut pas que... J'ai évolué dans des environnements où... t'es la seule noire et du coup j'arrive, je suis la seconde noire et la noire qui est là, il te dit il y a qu'une seule place et ce sera Il moi. ne pourra en rester qu'un. Moi, c'est pas mon truc, tu vois. Moi, j'aime beaucoup faire rencontrer les gens. Ok, tu travailles sur ce projet. Attends, je vais te faire rencontrer machin parce que lui, franchement, il est génial. Tu vois, ça, franchement, j'ai l'impression vraiment que je suis née pour ça. Mais ça, c'est fou parce que c'est vraiment une prise de risque. La plupart des gens ont du mal justement à faire rencontrer 2 mondes. Ils se disent que ça va pas cohabiter et qu'en plus de ça, étant donné que toi, tu es à l'initiative de cette rencontre, ça peut te porter préjudice à toi, tu vois. Je sais pas si tu vois un peu ce mindset. Tu l'as pas du tout, en l'occurrence. Et c'est... je pense même pas. Ouais, ça. Franchement, si ça se gâte, ça se gâte. Hein. Chacun ses problèmes. Non, mais c'est bien, en fait, c'est que...
Le problème, c'est que si tu t'élargis pas ton écosystème, à un moment donné, il est plein. C'est comme un disque dur. À un moment donné, il est plein. Tu vois, il faut vider. Je veux dire, t'as beau traîner avec les mêmes personnes, à un moment donné, t'as fait le tour, quoi. Et c'est important de t'entourer de la bonne personne au bon moment, même si elle appartient pas à ton écosystème. Et je sais que pas mal de gens m'ont souvent reproché tu fais pas ci, tu fais pas ça. Par exemple, de pas faire suffisamment quinoa. Parce que, par exemple, je me souviens, je vais au Sénégal. Il se trouve que je fais sénégalaise. Je ressemble à une sénégalaise. Ou en tout cas, une Afrique de l'Ouest. Et là, je rencontre un Congolais. Et je lui dis... Donc, je commence à parler un peu, tu vois, avec un petit accent, mais je parle un peu. Et il me croit pas. Il pense pas que je suis congolaise. Mhm. Je lui dis, si, je suis, mais j'ai pas besoin de te le prouver. En fait, tu fais ce que tu veux, mais je pense que c'est peu importe que tu sois différent de moi, si ce que tu as à m'apporter va m'enrichir, moi je prends. Je m'en fous après que tu sois ce que tu veux. Après, si tu fais ce que tu veux dans ton temps libre, mais sur le moment précis, c'est important en tout cas qu'on soit ensemble. Et c'est ce que moi je trouve que je retrouve aussi en vous quand je vous dis. L'autre jour, on se voit à la pause café, je croise ma collègue. En fait, je ne vais pas me dire « vous connaissez machin, vous connaissez pas machin ». Instinctivement, je me dis Michel, tu connais tu vois, tout de suite, je mets la connexion. mais sans réfléchir à... Je suis obligé de dévoiler pour que les gens ils saisissent à quel point toi, c'est de la simplicité. Tu sais, quand on dit... la mise en relation, donc tu connais des gens qui sont compétents et puis tu vas pouvoir faire une mise en relation. Alors des fois, tu vas transmettre un mail ou bien une présentation. Ou bien... Là, il y a sa collègue qui monte dans les escaliers et elle dit je t'ai jamais présenté, c'est les meilleurs. Il y a Félix, il y a Vincent, c'est eux qui réalisent toutes nos vidéos pour Lead Campus. Mais t'avais pas T'as pas un truc le 21 mai 17. Le 17 T'as pas un truc On voit c'est qui le chef de projet dans l'idée là. T'as pas un truc le 17 mai Si, prends-les. Allez hop. Non, mais... Ils vont t'envoyer un mail. Il y a du matchmaking obligatoire. Mais c'est ça. En fait, c'est ça l'idée. Tu vois, c'est là que tu vois la simplicité. Parce que elle va peut-être pas se poser la question, elle va avoir besoin de valoriser son projet. Mais à partir du moment où tu lui donnes l'idée, elle se dit c'est une bonne idée, c'est génial. Et puis tu vois, là, la relation est secrète. Et surtout pour moi, c'est très simple parce que du coup, je me dis, bon, j'ai fait le taf, et puis ils vont faire autre chose, et puis moi, ça me permet de vaquer un peu à mes autres occupations. Mais je me dis, c'est un truc moi, j'ai une vraie satisfaction, vraiment, profondément, à relier les gens, quoi. T'es une facilitatrice. Ouais. Non, mais je te le dis, c'était pas une question. Ok. Tu parles de ce moment-là, un peu cette époque ultra charnière, du coup, où tu as une enfant, tu as une reconversion finalement dans le monde du consulting, enfin tu découvres ce monde, finalement tu découvres un peu ce qu'est l'entrepreneuriat, et en même temps, tu as un poste dans une des écoles les plus prestigieuses au monde. Tout à l'heure, tu parlais de ta maman, et tu disais que ta maman, c'est une businessman. Ouais. Quel est ton lien finalement avec l'entrepreneuriat ? D'aussi loin que tu puisses t'en souvenir. Moi, j'ai entrepris petite. Pour te dire, à Ris, on avait eu un grand restaurant. Je faisais mes études. Je suis revenue d'Angleterre. J'ai repris mes études à la Sorbonne. Et les gens s'en doutaient pas, mais si ça ne marchait pas forcément bien à l'école, c'est parce que j'avais un job. Moi, j'entreprenais. J'ai ouvert un restaurant, en fait, avec ma mère. Ok. À l'époque, c'était pas encore tant connu de valoriser la cuisine africaine, ou en tout cas d'avoir, même à l'époque, des exotiques, des boutiques exotiques. Ouais, dans les années 2000, on connaissait pas trop. Et avec elle, qui faisait beaucoup de business à l'étranger, elle achetait de la marchandise, elle revendait à la maison. Elle s'est dit, en fait, maintenant, je vais formaliser les choses et je vais aller avec mes enfants. Donc, il y avait mon frère qui était en lien avec le magasin. 2 ans après, moi, j'ai ouvert un restaurant de 200 mètres carrés. Il y avait 3 niveaux. Et en fait, t'es là, t'as 20 piges, on te dit, tu vas gérer des gens qui ont double ton âge. Il va falloir faire tourner le resto, il faut que ça nous rapporte de l'argent. Moi, je sais pas ce que c'est que ça, de manager les gens, la gestion des stocks, les relations entre des individus dans le cadre du travail.
de faire tourner un business, parce qu'il faut de la rentabilité quand même, il faut faire rentrer de l'argent. Et à ce moment-là, j'ai pas été formée. On m'a dit, tu vas faire. Il faut faire. Donc, j'ai fait. Et ça, c'est vraiment parce que ma mère, en fait, elle a toujours entrepris. À 14 ans, elle n'a pas fait d'école. Donc, elle vendait au marché. Pour elle, c'était inné de vendre. Donc, elle nous a mis dedans. Donc, moi, j'avais ce restaurant-là à faire tourner. Le soir, tu fermes. En plus, ces restaurants africains, les gens, ils veulent pas sortir. Ouais. T'as beau leur dire que t'as cours le lendemain, s'ils veulent leur bière, ils vont la boire, quoi, tranquille. Et ils se racontent des histoires, le voyage au bled, le truc. Et donc, toi, tu restes là. Très formateur. Parce que l'entrepreneuriat, c'est comme ce que je disais, c'est vraiment de l'adaptabilité. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, à la fin du mois, il va falloir que tu aies un peu de pépette, quoi. Et tu fais toutes les casquettes. Tu as toutes les casquettes. Il n'y a pas enfin, vraiment, tu fais tout. Tout repose sur toi. Et en fait, moi, je suis rentrée dedans. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. J'en suis jamais vraiment sortie parce que même si je suis salariée aujourd'hui, j'ai quand même, je fais toujours des petites missions de consulting. Et je continue un peu à aider avec ma mère parce qu'on a toujours... Le restaurant, on l'a plus parce que la restauration, c'est très compliqué malgré tout. Ouais. Mais on a toujours les boutiques. Je me rappelle d'une boutique où je suis allé, moi. Elle existe toujours. Ouais. Et même dans le job que tu dis salarié, il y a quand même, de ce que j'ai pu voir en tout cas, une dimension entrepreneuriale dans le sens où j'ai l'impression que tu es quand même assez libre de tes mouvements et de créer un petit peu ce qui convient bien. C'est la grande force de l'école. Il y a un fort esprit entrepreneurial. Les gens peuvent expérimenter. Il y a beaucoup de créativité. Quand ils sentent que tu as une vraie valeur ajoutée, ils te laissent expérimenter. Et ça, c'est la vraie force de ce boulot-là. Et moi, j'ai eu pendant 4 ans un manager du feu de Dieu, vraiment superbe, qui m'a toujours vraiment, vraiment poussée à y aller, à faire de nouvelles choses. Elle te dit toujours « Ah ouais, super, génial. Ouais. Ah, super, ah, t'as fait ça, ouais, génial. » Tu vois, et à t'encourager. Ça, c'est vraiment, vraiment fort. Et tu trouves pas ça partout, quoi. Et c'est pour ça qu'on souligne cette différence qu'on peut avoir entre l'entrepreneur et celui... Enfin, que pour nous, dans notre tête, il n'y a pas de différence, en fait. Celui qui entreprend. Ouais, voilà, c'est pas un statut, un contrat. C'est un état d'esprit, finalement. Oui, c'est ça. Il y a tout un tas de gens qui entreprennent à fond en étant salariés. Et il y a tout un tas d'entrepreneurs qui n'entreprennent plus depuis bien longtemps. Donc, ouais, c'est ça. C'est vraiment un esprit. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est d'y aller, c'est d'affronter les choses. Puis l'entrepreneur, il connecte, en fait. Hein. L'entrepreneur, il fait le lien. Tu vois, l'esprit entrepreneurial, c'est savoir détecter chez les autres ce que toi, tu n'as pas et de lui faire confiance et de le mettre dans le bateau et puis on y va ensemble, quoi. Vincent a nommé le programme tout à l'heure Lead Campus. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Ouais, c'est mon petit programme chouchou. Je devrais pas dire ça parce que j'ai d'autres programmes, mais Lead Campus, ça a été... dans cette école, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vu tous les continents. L'Amérique latine, l'Asie, j'ai beaucoup voyagé. C'était super, super. Et en fait, Lead Campus est arrivé un peu par hasard. Il se trouve que j'ai dû prendre une partie un peu de la commercialisation de ce programme. Et à ce moment-là, je me suis dit, tel qu'il est actuellement, il ne va pas survivre. Tu vois, c'était un programme un peu, pas basique, parce qu'il était déjà un peu atypique dans sa façon de voir le continent africain et d'aborder les choses. Mais je me suis dit, on est une école de commerce, d'excellence, donc d'élite. On a quand même, au-delà de l'élitisme, c'est l'excellence. Moi, je pars du principe que tu sois élite ou pas, l'excellence, c'est peu importe, quoi. Donc une école d'excellence, et ce programme, pour qu'il puisse survivre, il faut de la créativité. Il faut embarquer les gens. Donc, je me suis dit, il faut qu'on communique dessus. Et là, j'ai fait un petit clin d'œil à Félix et je lui ai dit, écoute, j'ai ce programme-là, j'ai vraiment besoin de le valoriser, valoriser le contenu, valoriser les individus. Il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Tu vois, c'est là que je suis partie chercher ce que moi, je ne savais pas faire. Moi, j'avais juste l'idée, mais j'avais besoin de gens qui allaient faire pour moi. Et je savais qu'ensemble, on allait faire réussir le projet, quoi. Et c'est là que
Vincent et Félix sont entrés dans le jeu. Et la preuve en est, c'est que c'était un programme au début qui était subventionné. Et l'année dernière, on a eu un programme 100%, autofinancé, qui a marché, en fait. Tu vois, avec tout ce qu'on avait fait sur la com, sur la valorisation des candidats sur le projet, ça a marché. Oui, parce qu'avant, c'était quoi 70% des participants qui étaient subventionnés par l'AFD. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Lead Campus, c'est un programme à la base qui a été porté par l'AFD. L'idée, c'était de promouvoir les leaders africains sur la thématique du développement durable et du leadership. C'était comment les accompagner sur cette montée en compétences d'un monde qui change. Et on sait que l'Afrique va être touchée, que ce soit par... le mouvement des populations, parce qu'avec la sécheresse, tu ne vis pas dans le même village, par exemple. L'accès à l'eau, l'accès à l'éducation. Et il fallait qu'on accompagne... Enfin, en tout cas, l'idée de ce projet, c'était vraiment accompagner la montée en compétence de la jeunesse africaine à travers ce programme. Et moi, je l'ai prise comme une mission. C'est pour ça que je voulais que tu explicites ce que c'était, parce que pour moi, c'est tellement logique par rapport au parcours que tu viens de raconter. Cette quête, tu vois, de... la partie où tu es complètement énervé parce que tu n'as pas tes racines, tu les retrouves. Et au final, j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, la mission, elle est claire et que aujourd'hui, donc tu dis que ce n'est pas le seul programme, effectivement, tu en as d'autres. Mais je pense que c'est parce que, comme tu dis, c'est ton bébé que tu as fait le job dessus à fond, avec cette mission de transmission, de développement liée à l'Afrique, que finalement, les gens voient bien que, tu as cette âme d'entrepreneur qui va rien lâcher, et deux, ça a des résultats concrets, quoi. Ouais, c'est clair. Là, on peut en témoigner pour le coup. Enfin, moi, je peux en témoigner parce qu'on a voyagé avec le Lead Campus. On les a suivis en France, on les a suivis en Côte d'Ivoire également. Et c'est un super programme. Et félicitations pour ça, parce que les étudiants sont des gens très intéressants. Le programme en lui-même, ce qu'on y apprend, nous, on en profite, du coup. Ouais. Nous, on en profite pour Qu'est-ce prendre... que pas moi, d'ailleurs. Il faut qu'on rediscute de tout ça. Faut qu'on rediscute, ouais. Si je vais aller à Abidjan, c'est quoi ces histoires? C'est vrai que Serge a bossé aussi sur le Lead Campus. Oui, c'est un vrai plaisir de travailler dessus. Non, c'est vraiment un excellent programme. Un programme d'excellence et un excellent programme. Et puis c'est un programme, parce que là, quand on t'entendait décrire ce programme-là, c'est un programme qui s'adresse en premier lieu aux leaders africains et à ceux qui sont là-bas sur place pour développer leurs propres entités ou bien les sociétés dans lesquelles ils travaillent déjà. Ouais, c'est important de le dire. Ça. C'est pas la vision France-Afrique qu'on avait de l'époque Giscard avec on va ramener les cadres d'ici pour qu'ils se forment à cette complexité africaine. Oui, et en fait, cette époque-là, elle est un peu révolue. Cette époque où les Occidentaux allaient aider les pauvres Africains qui meurent de faim, enfin bref. Non, Lead Campus, c'est vraiment... L'idée, c'est d'équiper les acteurs locaux, que ce soit les acteurs privés, institutionnels, les ONG, la société civile, les leaders africains, peu importe dans l'environnement dans lequel ils évoluent, mais c'est vraiment de les équiper en termes de compétences pour affronter tous les défis qui vont arriver sur le continent. Et c'est ce qui est fort, et c'est là que j'ai senti ma valeur ajoutée, en fait. Parce que moi, c'est ce que j'avais dit dès le départ. J'avais dit, je reprends ce programme-là, mais il faut que j'apporte mon grain de sel. Et donc, j'aurais pas pu faire autrement, en fait. Si ça avait été un programme sur lequel je crois pas ou qu'il n'y a pas d'infinité, j'aurais pas fait. Là, c'est... Et puis, pour souligner ça, effectivement, pour l'expérience que moi, j'en ai eue, donc de travailler sur l'identité visuelle de ce programme. En général, quand on travaille pour un groupe de cette envergure, c'est des process qui sont beaucoup plus complexes, où il faut des validations à différents étages, différents niveaux. Et puis finalement, le brief s'est fait, tu vois, c'est pour ça, je reviens à cette image que tu donnais de coureuse spécialisée dans la vitesse. Le brief, c'est je crois, un coup de fil, un mail avec les points d'attention sur lesquels il faut insister, une présentation où je me dis, tiens, il va y avoir différents choix, il va falloir discuter, etc. Et puis finalement, je finis la présentation et on prend celui-là et c'est bon, tu vois. Oui. Donc, en fait, il y avait une telle clarté dans le brief, une telle clarté dans finalement la proposition qui était intéressante,
que je me suis dit, tiens, c'est simple en fait quand les gens savent ce qu'ils veulent, tu vois. Bah, tu vas pas convoquer un gars et puis faire la personne indécise. En fait, je pense que chacun a son temps. Je peux te garantir que ça se passe très souvent autrement que comme avec Si toi. tu peux. Non, tu peux, mais Ouais. quand tu pars d'un besoin et que tu as bien défini ton besoin en amont, quand tu vas voir ton prestataire ou tu vas voir... en tout cas, moi, en plus, je suis venue au début pour te demander une aide. Parce que je partais du principe que ce que tu allais m'offrir, je ne savais pas le faire. Donc, j'avais besoin de toi. Et je m'étais dit, pour que tu puisses m'aider au mieux, il faut que moi, je sache ce que je veux. C'est ça. Comme ça, c'est clair. Et en plus, moi, j'aime pas les décisions longues où on va y réfléchir. Moi, il faut que ce soit fait. La vitesse. Au-delà de la vitesse, c'est l'action. Je dirais Ouais, plus l'action. Tu vois, l'action. Après, on peut se tromper, on peut améliorer, mais il faut que ce soit fait. Parce que si on est là juste pour brasser de l'air. Bon. Et l'entrepreneur, c'est ce qu'il fait. L'entrepreneur, c'est faire, en fait. C'est faire, essayer au moins. Même si tu te loupes. Ouais, Moi, c'est prendre des décisions. Ouais, prendre des risques, prendre des décisions. Mais c'est vrai que vous avez quand même une forme d'autonomie qui rapproche vraiment de ce schéma entrepreneurial là-bas. Vous avez cette marge de manœuvre ou alors c'est toi qui l'as prise cette... Voilà, Je pense qu'il y a un peu des deux. Ouais. En tout cas, l'esprit entrepreneurial, c'est écrit dans nos valeurs. C'est dans nos valeurs. C'est quelque chose qui est très marqué. Parce qu'il y a l'école et après, il y a différentes entités comme ça. Donc déjà, ça, c'est une forme d'intrapreneuriat. C'est une forme d'intrapreneuriat, tu vois. Et après, chaque individu va plus ou moins exprimer cette nature. Et c'est vrai que moi, je l'exprime. De toute façon, tu me verras rarement toute une journée assise à mon bureau. Moi, ce que j'aime, c'est, par exemple, au lieu d'envoyer un mail, je vais aller voir machin qui est dans le bureau d'à côté. Ah, puis j'ai ma petite montre connectée, ça va me dire, oh, j'ai fait 10 petits pas, j'y vais, je fais. marcher. Et puis, finalement, ça va beaucoup plus vite que d'envoyer le mail. Elle va t'écrire des belles phrases. Et finalement, si tu vas la voir, tu règles le problème, on s'est vu, on a pris un café. Et puis là, ça crée du lien. Si tu as un petit truc compliqué à lui demander, la prochaine fois, elle t'a vu, elle sait qui tu es et ça passe mieux. Ah, je valide totalement. Ouais. La tornade. J'appelle La tornade, Mystique, la tornade. Ouais, Deux personnages en un. Ça fait déjà 2 X-Men que tu Ah ouais incarnes. Ouais, c'est bien. Ah, je savais même pas qu'il y avait la tornade. Mystique, je connaissais parce que c'est à Libéry, non? Non, c'est la justement. tornade C'est la tornade. C'est la tornade à Libéry. Alors, Mystique, c'est qui? Mystique, c'est celle qui est bleue. qui est bleue, qui change. Avec les cheveux rouges. Elle a des écailles sur la peau et quand elle se transforme, elle devient, dans le film en tout cas, c'est une blonde. Ah, ok. Vas-y, Elle je devient prends. qui, elle Je prends. On mettra ça sur Instagram. Je prends. Alors, tout à l'heure, je l'évoquais, parce que moi, du coup, on a voyagé à travers le monde, ou en tout cas à travers un continent, et je te vois, cette énergie, en fait. Cette énergie-là que tu as. Et à un moment, on mange ensemble, et je te dis, mais là, tu tiens toute la semaine. Et après, quand tu rentres, tu m'avais expliqué ton programme parce que tu repartais sur un autre voyage, tout ça. Ouais. Je dis, mais tu chopes où tout ça? Et puis tu me dis, bah moi, je me réveille tous les matins à 5h. Et demain matin, rejoins-moi si tu veux à 6h. On va faire le tour de la lagune en courant. Non, merci. Ouais. Ah, t'as retenu ça? Bah, je retiens. Tout le monde a C'est retenu des- ça, c'est des choses marquantes. Je pense que c'est un truc qui se voit déjà physiquement. Et c'est un truc qui marque, parce que ça, je l'ai déjà entendu de ta part aussi. Mais je trouve que en fait, moi, avant les enfants, j'étais sportive, dynamique, j'avais mon corps de jeune fille et je me suis toujours dit, c'est pas parce que tu as des enfants que tu vas changer, parce que ça, c'est profondément ce que je suis, sportive, j'aime ça. Et je voulais pas changer ça. Mais je savais aussi qu'en ayant 3 enfants, tu as moins de temps. Et donc, je me suis dit, en me levant plus tôt le matin, j'ai le temps pour moi, de faire mon sport, de lire un peu. Tu vois, je fais même de la méditation pour essayer d'être moins en action. Mais ça change tout parce que c'est pas un temps que je vais réclamer à quelqu'un ou que je vais faire subir à mes enfants. C'est vraiment un moment que j'ai pour moi. C'est dur, ça pique. Hein. En plus, c'est 4h45 parce que du coup, je me laisse 15 minutes, tu sais, avoir un second. T'es rude. Voilà, pour vraiment me lever. Mais j'en ai profondément besoin, c'est marqué. Tu sais que quand je le fais pas, parce qu'il y a eu des jours où j'étais malade, hein, je me souviens, j'avais eu le Covid, je sais plus quand là, 1 année, et je me suis pas levée pour faire le sport. Oh, je me sentais mal.
Mal parce qu'il te manquait une énergie ou mal parce que tu culpabilisais de ne pas t'être levé? Les deux. Tu sais, c'est mentalement, tu te manques un truc. T'as pas rempli J'ai pas rempli. Tu sais, c'est comme tu as une to-do list l'engagement. et t'as pas checké la case. Et ça te crée une espèce de culpabilisation. Il te manque un truc, quoi. Et voilà, donc le sport, j'en ai besoin. En plus, ça me permet de... Tu vois, quand je veux parcourir, parce que je fais plus de sprint, mais tu vois, je fais des runs de 15-20 km. Quand je cours, je ressasse ma semaine, je planifie les choses. Si j'ai un texte, je l'écris. Enfin, je l'écris pas, mais je le repense à ce moment-là. Tu visualises ou tu reviens. J'écoute votre podcast. Ouais. Non, mais tu vois, c'est vraiment un moment que j'ai pour moi. Je déstresse. Je me reconnecte parce que je suis aussi très connectée, tu vois, au signe, tu vois, à la vie, le truc. C'est mon petit côté un peu spirituel. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est un moment entre toi-même, si tu crois en Dieu, tu vois, avec Dieu, tu sais, c'est vraiment, c'est génial. Moi, je le recommande, c'est bien. Et ça permet surtout, quand j'ai fait ça, dans la journée, il peut arriver plein de choses. Mais mes collègues te le diront, je suis pas énervée, moi. Je peux être fâchée, mais je reste pas bloquée sur un problème, tu vois. Tu passes. Je passe. Franchement, il y a plein de... Là, on peut me dire, ouais, on va subir ceci, nanana, on va peut-être... Ouais. Ça passe. Tranquille. Et le sport, ça aide vraiment, pour vider l'esprit, pour se ressourcer, tu refais le truc. Non, c'est clair. Par contre, tu t'éteins super tôt le soir, du coup. Je fais un effort parce que Julien, c'est un couche-tard. Ah, ok. Je fais un petit effort, mais max 21h30. Ça fait rire tous les gens présents dans cette pièce. Mais après, je pense qu'il faut se mettre... En fait, c'est un choix. Hein, c'est un choix. C'est un choix. C'est-à-dire que moi, je sais qu'en semaine, tu comptes pas sur moi pour m'inviter où tu veux. Sauf si c'est, tu vois, pour le boulot ou c'est vraiment une obligation ou un truc spécial. Mais je sais que le week-end, ouais, T'as cette marge. Oui, j'ai cette marge. Mais je pense qu'il faut trouver en même temps ce qui nous correspond. Et c'est pour ça que je te posais la question, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent. Et on peut souvent entendre ça, tu vois, certains qui vont se dire des secrets pour la réussite, c'est de se lever à 4h30 comme le font Jeff Bezos et je ne sais qui, tu vois. Et The Rock. Toi, tu fais partie de ces gens-là, mais il y en a pour qui c'est pas le cas. Et il faut pas non plus avoir ce truc-là de culpabilité quand c'est pas chez toi. Franchement, c'est ce que j'allais dire. En fait, tous ces gens qui vont se dire, ouais, je me lève à 4h30, c'est parce que c'est en eux, en fait. Ouais, c'est dans leur nature. Oui, c'est dans leur nature. Et puis surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est que tu as créé une habitude. Et c'est-à-dire que cette habitude-là, elle est ancrée en toi. Moi, le week-end, tu me verras rarement faire des grasses mat. Oui, c'est-à-dire que je suis tellement programmée que de toute façon, que je taffe, que je taffe pas, c'est automatique, je me lève. Ta grasse mat, elle est à 7h15, quoi. Elle est 8h. Ouais, voilà. Mais tu vois, je pense qu'il ne faut pas essayer de calquer, il faut juste essayer de faire selon soi. De toute façon, c'est simple, parce que tu vas calquer, tu vas être à côté de la plaque. Donc, Et puis j'ai l'impression qu'on sent quand même, quand on arrive à trouver un peu cet équilibre en soi. Moi, je vois que j'étais un couche très, 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 très tard, moi. Donc, vraiment... En plus, j'avais un taf à l'époque qui me le permettait. Je commençais à 14h et je finissais à 20h, 21h, tu vois. Donc, je me levais à 11h. Mais du coup, je me couchais à 4h du matin, tu vois. Ah oui. Et je vois à quel point, là, ce rythme-là ne me convient plus du tout. Et comment j'essaye de changer. Mais c'est dur quand même de changer sa nature. Parce qu'une fois qu'elle est bien installée, moi, c'est le matin, j'ai l'impression d'être une enclume faite de plomb et pour ouvrir l'œil, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que les enfants règlent vite ce souci-là quand même. Et ne donnent pas le choix. Oui, ils ne donnent pas le choix. Après, tu peux quand même te recoucher. Moi, une fois levé, j'ai du mal à me recoucher. Non, j'ai beaucoup de mal. Ça détruit ma journée après, les siestes. Ok, merci pour ce petit tips qui est le tien. Est-ce que c'est un tips ? C'est le tien. Ok. Donc, si quelqu'un se sent... Mais alors, le secret, pour aller vraiment en profondeur, je vous donne le petit secret. Vas-y. Il y a quand même des règles. Tu te lèves tôt. Ouais. Et pour casser le rythme dodo levé, tu fais tout de suite un sport cardio. Donc, moi, ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est je me mets des petites sessions de danse de 20 minutes sur du hip-hop. Tu choisis ta thématique et j'ai 20 minutes de cardio sur de la danse. Et ensuite, je vais casser avec 10 minutes de pilates ou de gainage.
Tu vois, rien que ces 20 minutes où je suis hyper active, ça me le réveille. Ouais, bah oui. Tu vois. Tu commences par ça. C'est-à-dire pas de petit déjeuner, rien, tu te dirais. Pardon ? Pas de petit déjeuner, rien. Non. Le sport, Je me lève j'aime et bien. je fais des sauts. Des jumping jacks dans le Je me lève salon. et j'envoie une coupole. Le Moi, pire, moi, c'est j'écoute, mais je vais oublier très vite. Comme ça. Je vois qu'il est pas réceptif, ça. non, parce que j'ai entendu des trucs là, 10 km, 15 km. Il a tourné de l'œil 2-3 fois. Voilà. Je me rends compte. Après, non, mais tu peux les faire en marchant. Hein. Ça marche aussi. Hein. Non, T'es c'est pas obligé trop de lent, courir. tout ça. Non, je déconne, je fais du sport aussi, mais pas aussitôt déjà. Ça dépend des moments. Il y a des moments où j'ai besoin de le faire dès que je me réveille. Donc, je dépose les enfants, je vais direct à la salle de sport faire du vélo. Et il y a d'autres moments où j'ai besoin de ça justement pour créer une sorte de bulle avant de pouvoir me calmer, redescendre et me coucher. Donc, je vais peut-être aller faire ça entre 20h30 et 22h, quoi. Ah ouais. Ça dépend des... Tu vois, moi, c'est le contraire. Parce que si je fais le sport le soir, je suis tellement excitée Hmm. qu'il va me falloir quand même un laps de temps pour me... Non, moi, être ça fatiguée et m'excite coucher. pas vraiment. Disons que quand je fais ça, en général, je suis bien claqué. Et ça me permet justement d'arrêter de mouliner comme j'ai l'habitude de mouliner tout le temps. Bah, le fait de me mettre sur une activité comme ça, un peu qui demande de l'énergie, bah, ça Ça fait mouliner les jambes Ouais. plus que le cerveau. Exactement, et ça redescend un peu en intensité. Sinon, bah, je suis plutôt comme Vincent, hein, je me retrouve dans le lit et puis à 2h, je dis bah non, il faut que je me lève pour faire quelque chose parce que en fait ça mouline trop. Donc faut aller dessiner, il faut aller travailler sur un sujet et tu te retrouves à 6h debout, quoi. Donc oui, c'est pour ça que souvent c'est le soir, mais même si je le fais dans la matinée, c'est vrai que ça redescend un peu le niveau d'intensité de réflexion, quoi. Tu Je vois. pense que ça peut marcher aussi. Tu vois, si t'inverses, tu fais ça plutôt le soir. Bon, Faisons du sport. ouais, ça de toute façon. Le je sport, pense c'est que- la vie. Tout le monde est d'accord. On a fait un Important. sacré tour autour de ce parcours qui est le tien. Et encore une fois, merci d'être venu à ce micro. Est-ce que tu avais quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais aborder dans ce... On a dit plein de choses, là. Ou est-ce que tu es Ouais. en phase avec cet entretien, cette discussion qu'on vient d'avoir? Moi, j'ai peut-être juste une question. C'est vis-à-vis de cette quête d'excellence et de transmission. Est-ce que tu as des choses là, des projets pour le futur, ou est-ce que tu as l'impression d'être à ta place maintenant et voilà. Est-ce que tu es satisfaite ou est-ce que tu as encore cette énergie là d'aller chercher quelque chose de plus? Alors là, ça c'est un défaut que j'ai, c'est que j'en veux toujours plus. Je suis jamais rassasiée, tu sais. Les gens vont me dire ah, c'est super ce que tu as fait, ce que tu... Moi, je vois toujours... Oui. Moi, je suis déjà là-bas. En fait, je suis avec vous là, mais je suis déjà loin, je suis déjà dans l'après. Et ça, c'est un défaut, parce que tu vis difficilement le moment. Et actuellement, ouais, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de refaire un peu de l'opérationnel, de repartir un peu sur... Parce que moi j'aime profondément les gens. C'est-à-dire que si tu me mets dans un bureau devant un ordinateur, c'est le meilleur moyen pour m'éteindre. Donc il faut que je vois les gens. Mais en même temps, dans le monde dans lequel on vit, si tu veux évoluer, on te dit souvent que... faut manager, il faut faire ça. Ça nécessite d'être moins sur l'opérationnel. Mais, donc là, en ce moment, j'essaie vraiment de trouver un équilibre entre être active, vivre le moment présent, mais en même temps, ma tête, elle est toujours... Là, je suis sur des trucs de visualisation de mon job parfait. Qu'est-ce que je voudrais rajouter Mais en même temps, je suis quand même consciente. Et d'ailleurs, je suis très reconnaissante déjà du parcours, quoi. Quand je regarde derrière moi, tu vois, on doit regarder derrière soi. Et tout ce que j'ai accompli, je suis pas vieille, mais je me dis, je suis fière. Mais en même temps, cette insatisfaction, elle revient et c'est quoi le prochain challenge, quoi? Bah, c'est quelque chose qui est commun, je pense, aux entrepreneurs en général, à ceux qui entreprennent. Et c'est une thématique qui revient souvent. C'est le step d'après, une fois qu'on y est arrivé. Ouais. Et nous, ce qu'on disait, c'est que depuis un certain temps, on s'oblige à célébrer. Ouais. Exactement. À Une célébrer excellente justement ces steps qui sont passés, tu vois, pour apprécier finalement le présent. Mais C'est ça. on se reconnaît bien là dans le
Le coup d'après, quoi. Et je m'oblige même à les écrire. Tu vois, C'est bien. le matin, pendant mes moments de méditation, tu vois, maintenant, ma fille m'a offert un journal et j'écris ces moments où je suis reconnaissante des petites victoires de la journée, je suis reconnaissante. Non, mais ça change tout parce que ça crée moins de frustration, tu vois. Si je suis reconnaissante d'avoir passé du temps avec les enfants, reconnaissante d'avoir couru à midi, reconnaissante d'avoir pris le temps de parler avec Michel à la pause café, tu vois. Ça, c'est des petites victoires qui font avancer les choses. Eh ben, merci. Merci d'avoir ouais. pris ce temps, en tout cas, Merci de partager ça avec nous. Ouais. Nat, et puis... Nasha, Nat, Sonia. Aïcha. On reste sur mystique ou Ouais. tornade? moi c'est mystique, hein, franchement. Ouais. Il y a ce côté, effectivement. Changement de Voilà. Mystique mieux que tornade. Ouais, et puis, Allez, mystique. On va dire mystique, c'est pour l'œuvre générale, le personnage complet, et Ouais. tornade dans ce cadre-là spécifique à. Mais tu te rendras compte qu'elle Intéressant. essaie justement de dompter la tornade en allant faire du sport, vrai, en essayant C'est de vrai. redescendre ce niveau d'intensité-là, tu vois. C'est pas faux. Donc j'ai l'impression que c'est plus intrinsèquement mystique quand même. Ouais. Merci à toi, Waouh, qui que tu Merci à sois. vous. quel parcours. Bah, on reviendra faire un épisode avec un autre personnage. Split. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, ça a été le cas. N'hésitez pas à nous en faire part. Continuez à mettre 5 étoiles. Votre engagement nous fait plaisir de jour en jour. On voit le nombre de followers s'accroître et surtout le nombre d'auditeurs uniques et d'écoutes s'accroître aussi de jour en jour de manière exponentielle. Et donc, on espère aller au sommet de cette aventure. Continuez à nous recommander aux gens que vous aimez, aux gens à qui vous voulez faire partager cette expérience du podcast du Monday Meeting. Si vous avez des profils aussi qui peuvent correspondre, n'hésitez pas à vous manifester en DM. On vous suit, on vous voit et on essaye de faire le maximum qu'on puisse pour que cette expérience aille au-delà de ce simple podcast et qu'elle puisse être interactive sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous encourager et nous suivre. Et je vais remercier Milipak. Est-ce que je l'ai bien dit, ou Milipak? C'est Milipak, Mylène. Mylène Milipak sur les réseaux, qui nous envoie un superbe témoignage et qui dit « C'est un vrai plaisir de vous écouter pour commencer ma semaine sur la longue route que j'emprunte tous les lundis, qui mène vers de verts pâturages, le sourire aux lèvres, à l'aller comme au retour. Merci à la team. » Eh ben, Mylène, merci à toi pour ce commentaire. Incroyable. Et ce témoignage, ça nous fait chaud au cœur et ça nous booste pour continuer. Merci beaucoup. Merci. Nasha, à une prochaine. Yes. On a l'habitude de dire qu'on est sûrement amené à se revoir et d'ici là, prenez soin de vous. Peace.